Alors, on va devoir quand même commencer parce que le temps défile et qu'il va falloir qu'on termine à l'heure quand même. Heu, voilà, donc je vais laisser la parole. Alors, il faut que tu te rapproches, Anna, parce que non, on ne te voit pas dans le champ. Donc, déjà, bah, merci à tous, hein, d'être présents pour ce webinaire, que ce soit en présentiel, il y en a un petit peu en présentiel, mais il y en a plus à distance. Voilà, bah, nous parlons aujourd'hui depuis, l'IFE, l'Institut français de l'éducation, à l'ENS de Lyon. Donc je vais, laisser Anna, Merci faire beaucoup Eric. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir ce webinaire aujourd'hui à l'Institut français de l'éducation, qui dépend de l'ENS de Lyon, un institut qui se qualifie en quelques mots, hein, j'explique un petit peu d'interface entre recherche et terrain. Et dans cet institut, on coordonne avec des collègues une cellule qui est sur l'enseignement dans le supérieur. Donc voilà, on a tout intérêt et toute envie d'assister à ce webinaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Dans nos activités, on mène des activités de formation, des activités de recherche collaborative et de production de ressources. Et là, on sort de 3 jours très intensifs. Donc on remercie aussi la participation de Marie-Amélie et Eric à ces 3 journées, puisqu'on a eu 2 jours sur Bac-3, Bac+3, donc des journées d'études nationales. Et puis aujourd'hui, on avait une journée, alors atelier en tout cas très interactive avec une vingtaine de collègues d'établissements nationaux sur l'APC, notamment sur les questions de portfolio. Donc voilà, on vous souhaite un bon webinaire et merci encore. Bon, en tout cas, merci à Anna, merci à l'IFE, et à l'ENS, donc de nous avoir, invités et reçus, puis de nous permettre d'organiser ce webinaire. Voilà, donc je vais commencer, à vous présenter, quelque chose. Ouais, je vais me mettre en plein écran, c'est plus simple. Il y a encore des gens dans la salle d'attente. Toi, si tu peux accepter les gens, voilà. Très bien, donc nous allons être 5 conférenciers aujourd'hui, donc on va essayer de respecter les délais. Donc ils se présenteront au moment où ils vont intervenir. On va commencer tout d'abord, c'est le deuxième webinaire que nous organisons, pour le volet avenir, enseignement supérieur et recherche du programme Avenir. Donc je pense qu'il est important que nous vous rappelions les grandes lignes parce que tout le monde n'a pas assisté à ce webinaire et puis même de temps en temps, je pense que c'est important de toute façon d'y revenir tout au long du programme. Vous aurez l'enregistrement de ce webinaire, qui sera diffusé et vous voyez qu'il y a un QR code ici vers l'enregistrement du webinaire, précédent. Alors, les grandes lignes du programme à venir, on ne va pas tout détailler dans le détail, mais en gros, c'est la construction de 3 briques pédagogiques et numériques, coordonnées. Donc une plateforme d'accompagnement à l'orientation, donc ça c'est vraiment piloté, par l'ONICEP, ouverte aux élèves, apprentis, étudiants, aux décrocheurs, aux enseignants et à d'autres publics, où les étudiants les apprenants, hein, quels qu'ils soient, et les autres publics accompagnateurs vont pouvoir trouver toutes les ressources sur les métiers et les formations, des outils qui permettront de travailler l'orientation et d'autres éléments. Voilà, donc c'est une plateforme nationale qui sera reliée aux autres, ne va pas être isolée. L'ONICEP pilote également le travail sur un outil de conscientisation des compétences du XXIe siècle. Donc, il s'agit de compétences douces. Et ensuite, la troisième brique connectée aux 2 autres, ce sont les portfolios du scolaire au supérieur, qui seront évidemment, qui vont former une sorte de bloc cohérent du scolaire au supérieur, et ensuite qui seront portables vers le passeport de compétences du travail. Donc toute cette démarche de briques pédagogiques, mais également numériques, sont inscrites dans une stratégie de continuité des données et d'interopérabilité des portfolios de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur de la recherche et du travail. Et également, mais on n'a pas parlé tout de suite, nous avons la volonté également de travailler le lien avec le portfolio européen, l'Europass. L'écosystème du programme national à venir, vous le voyez ici. Donc c'est un programme national avec coordonné par l'ONICEP
avec un volet enseignement scolaire et ses partenaires, le CEREC, Learning Planet Institute, l'Université de Paris, le CNAM. Ce volet pilote essentiellement la construction d'un dispositif de portfolio du scolaire, la plateforme Avenir dont je vous parlais, et l'outil de conscientisation du XXIe siècle. Vous avez sur la droite le volet enseignement supérieur et de la recherche, qui doit porter la création d'un dispositif de portfolio du supérieur, en priorité pour l'approche par compétences, mais pas que. Ce sera l'objet également de cette présentation. C'est plus globalement de contribuer à la réussite étudiante et professionnelle des apprenants. Donc vous verrez que ça emporte un autre volet du portfolio. C'est l'USMB qui pilote ce volet enseignement supérieur de la recherche et je suis le directeur de ce volet. Nos partenaires, au-delà du USMB, c'est la Fondation nationale Polytech, l'Université de Bretagne occidentale, l'Université de Lille et le consortium ESUP-Portail numérique pour l'open source académique en France. Mais ce consortium ne travaille pas tout seul. Il y a des instances, etc. Mais surtout, il y a des partenaires hors consortium qui sont impliqués dans la gouvernance. Il y a des partenaires qui vont nous rejoindre et nous vous informerons dans les mois à venir. Alors, notre programme, je vous disais, nous ne travaillons pas tout seuls. Nous co-construisons avec ce qu'on appelle des terrains d'avenir. Les terrains d'avenir, ce sont des expérimentations, par exemple d'un dispositif, du portfolio par exemple, mais pas que, ou alors des expérimentations dans le scolaire, par exemple autour du référentiel des compétences à s'orienter ou autour d'autres éléments. Donc l'idée, c'est à l'échelle par exemple d'une région dans le scolaire, d'un territoire, d'établissement, de mener un terrain d'expérimentation pour faire progresser, pour co-construire les briques, pour travailler également sur la recherche et autres. Donc vous avez des terrains spécifiques scolaires, des terrains communs au scolaire et à l'enseignement supérieur et à la recherche, par exemple des terrains sur la réussite -3+3, donc ce qui explique que nous étions là au colloque Include -3+3 à Lyon, à l'ENS ces 2 jours. Et puis des terrains spécifiques ESR qui, eux, vont vraiment les terrains spécifiques, ça va être surtout sur l'approche par compétences, la mise en place du portfolio et du e-portfolio. Donc là, sur les terrains spécifiques ESR, on est plus à l'échelle d'un établissement de formation. Les thématiques, je vous ai rappelé les grandes lignes, hein. Je suis obligé de faire un petit peu vite vu tout ce qu'on a à vous dire, mais quand même, les thématiques des terrains d'expérimentation du volet enseignement supérieur et de la recherche, essentiellement sur l'approche par compétences et le portfolio, mais ces terrains mènent à des ouvertures et à des partenariats. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Amélie Pérez. Bonjour. Alors effectivement, dans le cadre du programme, pour développer tout cela, on travaille en collaboration autour de ce qu'on appelle des terrains d'avenir, des terrains d'expérimentation qui abordent différents sujets et différentes problématiques, comme par exemple l'évaluation des compétences en APC, y compris pour les grandes cohortes et pour tout type de diplôme, l'expérimentation et la co-construction du modèle portfolio du supérieur sur le modèle avec l'utilisation de la technologie KPC+, donc qui porte sur le module APC, l'adaptation du module à l'alternance et un nouveau module qu'on vous présentera tout à l'heure qui s'appelle « Mon projet de vie ». Comme vous le voyez sur cette diapositive, tout ça se fait en collaboration avec d'autres différents établissements, avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avec également Aix-Marseille Université, notamment pour le module Mon projet de vie. Les terrains d'expérimentation traitent aussi de la production et de la diffusion des ressources pour l'APC, de la démarche portfolio et de l'outil e-portfolio, qui vient outiller toute cette démarche. Et également la formation des enseignants, des conseillers pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques, etc., à l'APC et à la démarche portfolio, en s'appuyant sur le e-portfolio pour l'enseignement supérieur et la recherche, et notamment avec le déploiement du DU en pédagogie universitaire labellisé Avenir. Et on travaille également en partenariat pour aller plus loin, c'est-à-dire
On travaille sur l'interopérabilité des portfolios. Oui. Oui, c'est un mot pas Oui, facile à dire. effectivement. Sur l'interopérabilité des portfolios du scolaire et de l'enseignement supérieur et de la recherche avec celui du travail et l'Europass. Pégase, PC-School et France Bach. Décidément, je bafouille. Donc, nous aurons un groupe de travail interopérabilité dans quelques jours, qui comprendra également des sous-groupes data, articulation des référentiels, contenu, usage, qui, eux, se mettront en place à partir de septembre. On travaille également sur un modèle de données autour des compétences pour articuler APC et RNCP. Donc là-dessus, il y aura un atelier début juillet avec l'AMU, mais également une co-organisation d'événements scientifiques et pédagogiques pour l'APC et la démarche portfolio. Et nous avons notamment prévu à cet effet une journée d'études sur la démarche qualité pour la mise en œuvre de l'APC en 2024. Les partenariats ont aussi pour objectif la co-création de ressources et d'une plateforme pour le partage des ressources pour l'APC et la démarche portfolio. On est en train d'explorer les différentes possibilités. Moodle en est une. La co-création d'outils et d'éléments de cadrage national pour l'APC à destination des équipes de formation et un petit peu plus tard à destination des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ces partenariats également concernent des terrains d'expérimentation communs entre le scolaire et l'ESR pour l'articulation des portfolios SCO et ESR, la réussite apprenante dans le continuum -3+3, la lutte contre le décrochage, la réorientation des néo-bacheliers. Et dernier exemple, partenariat pour l'expression des besoins fonctionnels du portfolio ESR et pour son développement, qui sont des work packages dans le cadre du projet. Donc maintenant, je vais passer la parole, en espérant que tout se passe bien, à Aurélie Dupré, qui est à distance, hein, je pense, qui est à Lille. Parce que pour déployer le portfolio, pour mettre en œuvre, il faut tout d'abord réussir à déployer l'APC. Je veux dire, pour déployer un portfolio qui outille l'APC, il faut déjà déployer l'APC dans un premier temps. Donc, il y a l'idée de co-construire un cadrage national autour de l'APC, des outils et des ressources pour la mise en œuvre justement de cette approche et puis du portfolio. Donc, Aurélie, je te laisse la main. Merci. Merci Eric. Du coup, c'est toi qui passes les diapos, hein. C'est ça, moi je ne peux pas, donc je te fais signe pour les passer. Voilà. Alors, effectivement, hein, l'idée, c'est d'essayer de soutenir un travail national sur l'APC et de surtout soutenir un travail collaboratif des équipes pédagogiques dans la mise en place de l'APC et du portfolio. C'est quelque chose sur lequel on avait déjà pas mal réfléchi à l'Université de Lille avant le lancement du programme Avenir, hein, sur lequel il y a beaucoup d'universités qui réfléchissent. Et donc, on avait travaillé sur un premier outil de positionnement sur la mise en œuvre de l'approche par compétences que je vais vous présenter un petit peu plus tard. L'idée, c'était de travailler sur une grille de positionnement pour permettre aux équipes de mesurer un petit peu le chemin qu'elles avaient parcouru vis-à-vis du travail à faire sur leur formation et puis de mesurer un petit peu ce qu'il leur restait à faire. Donc, je vais vous présenter juste après ce travail qui est encore en construction, qui est encore en ajustement, hein, puisqu'on est en train d'en faire une deuxième version. Voilà. Le deuxième élément, c'est effectivement l'ouverture d'un DU de pédagogie universitaire, alors qui va être labellisé Avenir. Hein. Ce DU de pédagogie universitaire, il existe déjà à l'Université de Lille. On est à la fin de la deuxième session. C'est un DU qui vise à soutenir et accompagner le développement des enseignants, la montée en compétences des enseignants sur le champ de l'approche par compétences. Alors, j'en discutais hier lors du séminaire d'ailleurs national du MESRI, si certains ont assisté à distance ou en présence. Un des enjeux
une des difficultés dans ce type de dispositif, c'est qu'effectivement, c'est une démarche individuelle d'un enseignant qui s'inscrit dans un diplôme de pédagogie universitaire, alors que finalement, la mise en œuvre d'une approche par compétences et d'un portfolio, c'est une démarche plutôt collective en équipe pédagogique. Néanmoins, ce DU lui permet de former des enseignants déjà à bien comprendre les enjeux de l'approche par compétences et puis ensuite à expérimenter dans leur pratique pédagogique la mise en œuvre d'une SAE, une évaluation à travers un portfolio, puisque ce DU est basé sur les principes de l'isomorphisme, où finalement on se forme à l'approche par compétences en vivant une formation organisée en approche par compétences. Donc effectivement, c'est une formation qui est organisée en bloc de compétences. C'est une formation où les enseignants vont vivre des SAE, des mises en situation, et puis ils vont réaliser un portfolio appuyé sur l'outil proposé par Avenir pour faire état du développement de leurs compétences professionnelles en pédagogie. Voilà, donc ce DU de pédagogie universitaire, pour l'instant, il était réservé à des enseignants de l'Université de Lille, et les deux premières promotions d'enseignants étaient de l'Université de Lille. Et puis, à partir de la prochaine session, on va l'ouvrir à des enseignants extérieurs progressivement pour que ce diplôme puisse être diffusé un peu plus largement. Voilà. Alors, après, troisième élément, c'est la création d'une manifestation nationale annuelle scientifique pédagogique. Alors, ça ne veut pas forcément dire un colloque scientifique tous les ans, mais en tout cas des journées d'études, certainement une première journée d'études de l'année prochaine, sur l'année 2024, pour ensuite organiser un colloque sur 2025. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de rassembler une communauté, de réfléchir ensemble sur l'approche par compétences, sur le déploiement et puis sur les enjeux scientifiques qui sont associés. Voilà, dernier point, un travail aussi de recensement de ressources pertinentes pour le déploiement de l'approche par compétences, pour la mise en œuvre du portfolio. Alors, voilà, qu'on diffusera sur une plateforme, sur un espace Moodle, voilà, c'est encore assez ouvert pour le moment. L'idée, c'est vraiment d'articuler des ressources un peu générales sur l'approche par compétences, et puis après, des exemples de déploiement plus particuliers dans certains contextes, dans certains établissements. Voilà. Les cadrages des formations ne sont pas forcément complètement identiques d'un établissement à l'autre. Donc, l'idée, c'est déjà de rassembler un certain nombre de ressources existantes et de faire un peu ce travail-là, d'identifier les ressources les plus adaptées, les ressources pertinentes sur le sujet, et ensuite de travailler beaucoup à partir d'exemples, parce que la démarche n'est pas du tout normative, il n'y a pas une bonne façon de déployer l'approche par compétences ou de mettre en place un portfolio pour évaluer le développement des compétences de nos étudiants. Et donc, c'est plutôt de travailler par l'exemple et puis de travailler aussi à partir des exemples qu'on a dans le DU de pédagogie universitaire, puisque le DU de pédagogie universitaire, c'est un petit peu un lieu d'expérimentation aussi pour les enseignants, où ils mettent en place des projets, où ils construisent des SAE. Et donc l'idée, c'est qu'après, dans ce DU, on puisse extraire des ressources qui vont nous sembler pertinentes pour accompagner, pour illustrer le déploiement de l'approche par compétences, et que ces ressources puissent servir aux autres membres de la communauté universitaire. Donc, voilà. Grâce à Aurélie, grâce à toi, j'ai appris un concept, c'est l'isomorphisme. Parce que voilà, donc les enseignants vont, par l'APC, développer et démontrer leurs compétences, et ils vont s'appuyer sur un portfolio, et donc ils seront mieux à même, a priori, de le faire, de le déployer ensuite pour leurs étudiants, déployer la démarche, l'APC et le portfolio. Donc voilà. Exactement. Alors, je te passe la diapo suivante. Voilà, donc maintenant,
Donc voilà, donc on va faire un petit focus sur l'outil de positionnement, hein, puisque c'était un peu l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Cet outil de positionnement pour la mise en œuvre de l'approche par compétences. Alors c'est vraiment un outil de positionnement, je vais plutôt vous expliquer comment on en est arrivé là, pourquoi on a construit cet outil ou cherché à construire cet outil, les questions qu'on s'est posées, les difficultés qu'on a rencontrées, les limites qu'on voit aujourd'hui, parce que cet outil aujourd'hui, il n'est pas complètement opérationnel. Et donc, comment est-ce qu'ensuite, on va essayer de réfléchir pour l'ajuster et le faire évoluer dans une nouvelle version qu'on espère pouvoir communiquer à la rentrée universitaire. Voilà. Tu peux passer la diapo suivante, Eric. Merci. Alors, vraiment, quand on a déployé l'approche par compétences à l'Université de Lille dans la précédente accréditation, il faut que je donne quelques éléments de contexte, eh bien, on est parti de façon un peu globale, c'est-à-dire que toutes les formations ont dû s'organiser en blocs de compétences et de connaissances, enfin de connaissances et de compétences, et donc ont dû construire des blocs des VCC articulés à une démarche d'approche par compétences. On s'est très vite rendu compte que dans les équipes pédagogiques qu'on accompagnait au sein du service de pédagogie universitaire, alors c'est vrai que je ne me suis pas présentée, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je dirige la direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation à l'Université de Lille. Et donc, on accompagne les équipes pédagogiques dans le déploiement de l'approche par compétences. Et donc, avec les équipes qu'on accompagne, on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait différentes vitesses, différents objectifs et différents enjeux. On avait des équipes qui, quand elles ont retravaillé leur maquette, cherchaient surtout à ne rien changer, en fait. Et donc, voulaient rentrer dans une démarche d'approche par compétences en ne changeant absolument rien à leur maquette de formation. Donc, c'était quelque chose d'un petit peu cosmétique. Et il y en a qui ont fonctionné comme ça. Et voilà. Et puis, à l'inverse, on avait des formations qui... Enfin, à l'inverse, on avait un deuxième cas, j'ai envie de dire, d'équipe pédagogique, deuxième type d'équipe pédagogique qui, elle, souhaitait rentrer par l'approche par compétences, mais ne savait pas bien comment prendre les choses et qui, du coup, voilà, formulaient des compétences et organisaient leur formation autour de compétences qui n'étaient pas vraiment opérationnalisables, c'est-à-dire qui étaient soit très morcelés, soit non évaluables. Voilà, et donc on avait des formations qui avaient organisé leur maquette en approche par compétences, mais avec des compétences qui étaient difficilement opérationnalisables pour la formation. Et puis, on avait des formations qui étaient allées un petit peu plus loin dans le référentiel et qui avaient construit voilà, qui avaient vraiment fait un travail d'équipe pédagogique et qui avaient vraiment fait un travail de fond sur le déploiement de l'approche par compétences. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on s'est très vite rendu compte qu'on ne pourrait pas accompagner tout le monde et on a quand même voulu à un moment essayer de chercher à montrer et à ce que les équipes prennent conscience de là où elles en étaient. Et donc, on voulait en fait que les équipes, c'était pas une question de jugement, de dire, bah voilà, ça c'est bien, vous êtes des formations bien et vous êtes allés dans l'approche par compétences ou pas. C'était plutôt l'idée de se dire, bah voilà, il y en a qui ont une logique plutôt d'affichage, il y en a qui ont une logique plutôt d'approche par compétences. À un moment, il nous faut des critères, il nous faut des indicateurs pour pouvoir dire, bah, telle formation, elle est engagée dans une démarche d'approche par compétences, et telle autre, et ben pour l'instant, elle n'y est pas. Et ça, c'était pas évident. Et donc, c'était un petit peu nos intentions, c'était vraiment de dépasser une logique d'affichage de blocs de compétences. Ce n'est pas parce qu'on a fait un référentiel de compétences qu'on est en approche par compétences. Et ça, c'était compliqué à entendre pour les équipes pédagogiques. Et on se rendait compte que ce discours-là, il était compliqué. Et qu'on avait des équipes qui avaient fait leur référentiel et qui disaient, bah, c'est bon, on a fini. Et puis qui continuaient à enseigner exactement comme avant. Et donc, on a souhaité... voilà, et donc on a réfléchi à comment finalement identifier et faire percevoir aux équipes pédagogiques que l'enjeu était de dépasser une logique d'affichage pour aller dans une réflexion sur les contenus d'enseignement, sur les pratiques pédagogiques et donc sur les méthodes d'évaluation. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc les objectifs de cet outil d'autopositionnement, j'en ai identifié 5. En tout cas, il y en avait 5 au moment où on a construit cette grille il y a 2 ans. C'était de permettre aux équipes pédagogiques de situer leur formation vis-à-vis des attentes de la prochaine accréditation pour la mise en œuvre de l'approche par compétences.
voilà, des attentes, je pourrais même dire de l'accréditation en général pour la mise en œuvre de l'approche par compétences, ce fameux cadre dont Eric a parlé tout à l'heure. Engager un travail en équipe pédagogique pour anticiper nos exigences et essayer de permettre un travail progressif. On se rendait bien compte qu'une équipe, elle n'allait pas passer de je ne suis pas en approche par compétence à je suis en approche par compétence, et qu'il y avait des paliers, qu'il y avait différents niveaux, que tout le monde n'allait pas non plus suivre le même chemin pour arriver au résultat. Et donc, voilà, c'était un petit peu donner des repères, donner des paliers, donner des éléments de progression. Troisième objectif, de fournir un outil qui pourrait être mobilisé par les équipes pédagogiques pour auto-positionner leur formation, dans le cadre d'une évaluation HCERES, dans le cadre d'un appel à projet, interne ou externe. Là, l'idée, c'était vraiment que les équipes puissent se servir de cet outil pour dire, voilà, on a changé des choses, on est en marche vers quelque chose, on est en train de s'inscrire dans une démarche de changement, et voilà où on en est. On n'est pas encore arrivé, mais on a quand même déjà fait un petit peu tout ça, et d'avoir des critères objectifs pour le montrer dans un dossier HCERES, dans un dossier ANR, dans plein de choses. Quatrième objectif, de permettre aussi aux équipes de valoriser leur avancée au sein de l'établissement et de pouvoir mesurer un petit peu le chemin qu'ils parcouraient et les différentes étapes, parce que c'est souvent quelque chose d'assez long, une transformation d'une formation en approche par compétence, et que à certains moments, les équipes, elles ont l'impression de piétiner, et donc elles ont besoin de matérialiser leur avancée pour soutenir l'engagement des collègues. Et puis, dernier objectif, qui est plutôt un objectif de l'établissement, c'est que, en tant que directrice d'appui à la pédagogie et à l'innovation, on me demandait, et on me l'a encore demandé il y a une demi-heure, quel est le pourcentage de formation qui est en approche par compétence dans l'établissement, et qu'est-ce que ça veut dire, donc voilà ce que je réponds toujours à ma DGS, mais qu'est-ce que ça veut dire une formation en approche par compétence, et donc elle me retourne la question en me disant que c'est à nous de le dire. Donc voilà pourquoi tout ce travail, et voilà pourquoi tout ce travail qu'on a fait il y a 2 ans mérite d'être actualisé, parce que ces questions, elles sont toujours en fait au cœur de nos réflexions, et je pense que on ne peut pas avancer sur le déploiement de l'approche par compétences et le déploiement de l'évaluation des compétences si on n'est pas capable à un moment de justifier nos critères et les critères qui nous permettent de dire que on est en approche par compétences ou qu'on ne l'est pas. Sinon, c'est comme si on demandait un travail qu'on n'était pas capable d'évaluer et d'apprécier, et ça pose problème, ne serait-ce que sur les principes d'un enseignement ou d'un enseignement pédagogique. Donc voilà, donc la grille, on va la parcourir rapidement. Donc vous voyez une grille en 4 niveaux qu'on a voulu assez ouvert, donc pas encore engagé, en préparation dans les starting blocks. Voilà, on peut discuter des éléments de langage. Un développement initié, quand il y a quelques éléments quelques tentatives qui ont été faites, mais tentatives infructueuses, ou en tout cas quand c'est pas forcément parti dans la bonne direction. En cours pour des équipes qui ont engagé un travail mais qui ne sont pas encore arrivées. Et puis, on a mis le niveau visé, le niveau attendu. Alors, le niveau attendu, c'était celui de la précédente accréditation. On sera certainement un peu plus exigeant sur celle-ci. Voilà. Alors, les critères, le premier critère, et le critère qui est, je ne vais pas dire le plus important, mais qui est peut-être un préalable, en fait, c'est d'engager un travail en équipe pédagogique. Effectivement, la maquette de formation, ça ne se fait pas par un responsable de formation sur un coin de table la veille du rendu de la maquette. Et effectivement, c'est un travail en équipe pédagogique, et c'est vraiment l'idée de partir d'une vision du diplômé partagée. Et donc, pour l'instant, donc 4 niveaux. Le travail est pour l'instant assuré seul par le responsable de formation. Le responsable de formation coordonne le travail avec quelques enseignants qu'il a sollicités ou qui sont volontaires. Donc là, c'est initié. En cours, quand tous les enseignants ont été invités à participer, mais que forcément le responsable de formation coordonne avec les présents. Et puis, donc le niveau visé, c'est que tous les enseignants sont invités à participer au travail, qu'effectivement le responsable de formation coordonne avec les enseignants présents, mais qu'il communique systématiquement les productions et l'avancée du travail à l'équipe pédagogique qui peut y réagir. Et donc voilà, on a des équipes pédagogiques dans le travail des maquettes qui ont fait des Moodle spécifiques pour travailler sur leurs maquettes. Il y en a qui ont fait des journées d'études sur le travail des maquettes. Enfin voilà, il y a des choses très diverses, très variées. Et après, voilà, cette grille, on peut l'adapter et la mettre en forme différemment.
Bon, je ne vais pas vous passer tous les critères, mais on va en détail parce que je ne sais pas combien de temps j'ai, mais peut-être pas assez. Le deuxième critère, c'est l'association des étudiants à la démarche de transformation. Voilà, pareil avec les 4 niveaux. On peut passer au critère suivant. Voilà, le critère C, c'est la formulation des compétences. Alors, on y arrive, la formulation des compétences, on peut peut-être passer à travers cette grille-là. Hein. Les blocs ne sont pas formulés en compétences. Voilà, par exemple, on avait bloc 1 mathématiques, compétence 1 mathématiques, compétence 2 physique, compétence 3, voilà, bon, ça c'est du niveau pas encore engagé ou en préparation. Initié, c'est quand on ne trouvait pas vraiment des compétences, mais plutôt des savoir-faire ou des choses qui n'étaient pas situées disciplinairement ou professionnellement. Par exemple, on avait bloc 1 comprendre, compétence 2 communiquer, compétence 3 maîtriser. Voilà, c'était des verbes un peu isolés. On a mis des exemples pour essayer de comprendre. En cours, quand on a des compétences situées disciplinairement, professionnellement, mais qui sont difficilement mesurables, par exemple, saisir la diversité et la complexité de pratique, comprendre un discours, voilà, en termes d'évaluation, c'est difficile à opérationnaliser. Et puis après, on a essayé de mettre des critères pour le niveau visé avec des compétences bien formulées en tout cas avec vraiment à la tardif, entre guillemets, avec vraiment des savoirs agir complexes. Et donc ça, c'était plutôt le niveau visé. Alors, vous allez voir, hein, sans passer donc, derrière le niveau de développement, donc le critère D, un niveau de développement de la compétence dans la formation. Et vous voyez tout un tas d'astérix parce qu'en fait, assez rapidement, quand on a testé cette grille, qu'on a testé avec des enseignants, on s'est rendu compte de la nécessité de faire un glossaire de notre vocabulaire, de faire un glossaire pour expliciter certains termes parce que ce n'était pas forcément immédiatement compréhensible par les enseignants. Voilà, le niveau de développement a un critère D de la compétence dans la formation. On peut passer à la diapo suivante. Critère E, appui de la formation sur des situations professionnelles ou sur des situations authentiques, hein, avec petite précision sur le fait qu'on entend que la recherche est aussi entendue comme un cadre professionnel. La cohérence des méthodes pédagogiques avec le développement des compétences. Donc là, c'est l'alignement pédagogique sur le critère F. Et puis sur le critère G, je ne sais plus ce qu'on a mis, l'évaluation, je pense. Ah, pardon. Voilà, critère G, évaluation à l'échelle des compétences, et critère H, des évaluations formatives hein, tout au long du parcours. Voilà. Alors, quelles difficultés on a rencontrées avec cette grille? La principale difficulté qu'on a rencontrée, c'est, je vous l'ai dit, le problème de langage. C'est-à-dire que c'est très difficile d'utiliser un vocabulaire qui permet à la fois pour nous d'être dans le correct en tant que conseiller pédagogique, à la fois d'être fidèle à la démarche et à l'intérêt de la démarche d'approche par compétence, et puis à la fois d'être compréhensible, parce que des fois, on a des choses qui semblent consensuelles, où les enseignants ne voient pas forcément ce qu'on attend précisément derrière les termes qui nous semblaient pourtant très, très clairs. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait un glossaire. C'est pour ça aussi que cette grille, on l'a testée auprès d'un panel d'enseignants. On les a fait réagir sur cette grille. On leur a demandé de se positionner. On a fait des ajustements en fonction des retours qu'ils nous faisaient. Je me souviens d'une enseignante en histoire qui m'a dit « Mais Aurélie, la première fois que tu m'as parlé de traces, j'ai cru que tu allais m'emmener dans la forêt chercher des empreintes. » quoi. Pour elle, le mot trace, il était absolument... il n'avait pas de sens pédagogique. Donc, on a mis en place ce glossaire et puis on a changé du vocabulaire des fois et on a fait... voilà, c'est vraiment vulgariser, en fait, un travail de vulgarisation qui n'est pas facile parce qu'en même temps, dans ce travail de vulgarisation, il fallait qu'on puisse introduire de la progression et que le but n'était pas que toutes les équipes se positionnent sur le niveau attendu. Donc, après, enjeu aussi d'harmoniser et de donner à voir des critères objectivables. Et on sait pourtant très bien, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, que des formations, elles ont toutes leur manière de déployer l'approche par compétences. On ne déploie pas
n'y a pas une manière de faire de l'approche par compétences, mais en fait, il y en a plein. Et même si on donne un cadre, on peut toujours un petit peu sortir du cadre. Et on ne voulait pas non plus trop formater les démarches. Et c'est toujours un peu où est-ce qu'on met le curseur entre donner un cadrage précis et puis laisser s'approprier ce cadre et ses critères. Donc voilà, où est-ce qu'on met le curseur, c'était un petit peu compliqué. On est arrivé aussi à certains moments à se dire, mais finalement, cette grille d'autopositionnement, elle peut être remplie, elle ne peut être bien remplie, entre guillemets, que si elle est faite dans la discussion et dans un échange avec des conseillers pédagogiques. Et c'est vrai qu'on a invité les équipes qui souhaitaient utiliser cette grille et s'autopositionner à le faire finalement avec un conseiller pédagogique et à le faire dans le cadre d'une discussion avec un conseiller pédagogique sur le sens de la formation. Voilà. Et puis, alors, dernier élément, c'est que bien sûr, on reste sur du déclaratif et que là, nous, pour l'instant, c'est vraiment travailler comme une grille qu'on met comme outil pour les équipes pédagogiques. Alors, en termes de perspective, on va faire évoluer cette grille. On va notamment la faire évoluer sur les enjeux d'évaluation. On va la faire évoluer sur les mises en situation, sur les SAE. Est-ce qu'il y a des SAE? Comment elles sont organisées? Est-ce qu'il y en a pour un bloc, pour plusieurs blocs, etc. On va essayer d'interroger davantage dans la future version de la grille la répartition entre les enseignements un petit peu ressources et les enseignements plus pratiques. Les enseignements qui vraiment permettent à l'étudiant d'agir ou de s'entraîner à agir. Et donc, on va interroger un petit peu la répartition des crédits ECTS au regard des ressources et des SAI. Voilà, un peu des pistes sur lesquelles on travaille là pour faire évoluer cette grille. Et donc, version prochaine à venir à la rentrée. Autre élément sur lequel on réfléchit et sur lequel on travaille, c'est une grille à l'échelle de l'établissement. Et à l'échelle de l'établissement, on se dit, parce que ça c'est bien à l'échelle d'une formation, comment un responsable de formation positionne sa formation, mais à l'échelle de l'établissement, qu'est-ce qui fait à un moment qu'un cadrage, qu'une politique d'établissement vient soutenir la mise en place d'une démarche d'approche par compétences? Alors, on peut interroger plein de choses, on peut interroger voilà, les moyens que l'établissement met dans l'accompagnement des équipes pédagogiques sur le plan de l'accompagnement pédagogique. On peut interroger les outils qui sont mis à disposition. Est-ce qu'il y a des outils pour l'évaluation des compétences? Est-ce qu'il y a des outils voilà, pour le pilotage de certains types d'enseignements? Voilà, on peut interroger un certain nombre de points qu'on n'a pas encore complètement listé. Mais voilà, c'est aussi une autre entrée pour les grilles d'autopositionnement et une autre entrée sur laquelle on souhaiterait travailler dans le cadre du programme à venir. Voilà, je repasse la main à Eric. Je ne sais pas si tu as des choses à compléter peut-être par rapport à ce que j'ai dit. Je voulais rebondir sur la grille établissement. On ne la fait pas pour se faire plaisir. C'est vrai que Aurélie et moi et d'autres collègues, on est très sollicités par les présidences, les vice-présidences de différents établissements. Et si on fait cette grille, c'est aussi pour les aider un petit peu à mettre en œuvre. Parce que cette grille, elle ne va pas forcément servir qu'aux équipes déjà engagées, mais elle peut servir aux établissements qui sont en train de s'engager dans la démarche. Voilà. C'était juste ce que je voulais rajouter. Par contre, Aurélie, la grille dans l'état où elle est, je pense qu'il serait intéressant de la partager déjà. Donc, Tout à fait. Alors, elle avait été publiée dans les actes de colloque d'un article d'une communication IPU, mais on peut la rediffuser sans aucun souci. Et on vous diffusera une version actualisée dans le cadre du programme à venir autour du mois de septembre, je pense. D'accord. Ok, en tout cas, si des personnes s'intéressent déjà à cette version, on a une page LinkedIn Avenir ESR. Pour l'instant, on n'a pas énormément d'outils de communication, c'est le premier, on fera un post dessus, on la diffusera, en plus de ce webinaire qui est enregistré. Voilà, merci beaucoup Aurélie pour cet outil qui est très très utile, je pense. Maintenant, je vais vous parler du portfolio du volet ESR Avenir. Donc, je vais faire plus court que ce que j'avais prévu. J'aime pas, mais parce que le temps a défilé. Mais en même temps, c'était très important qu'Aurélie explicite cette fameuse grille. Donc, quand même, l'objectif du portfolio du volet enseignement supérieur recherche, chez nous, ça va être déjà d'aider l'étudiant
à se réaliser, à trouver sa place dans notre société, quoi, à se développer. Alors, grâce à une démarche, puis un outil portfolio. Alors, on se concentre souvent sur l'outil portfolio, mais il y a la démarche portfolio. L'objectif, encore une fois, c'est de partager tout ce que l'on produit à l'échelle nationale et de co-construire avec le national aussi. Et voilà, le portfolio, si on le résumait en 2 mots, en 2 modules, eh bien, il s'appuie à la fois et il soutient aussi l'approche par compétences et il soutient la construction du projet de vie. C'est vraiment les deux du projet de vie de l'étudiant. Donc, c'est les 2 notions au cœur de notre portfolio. Enfin, 2 des notions principales. J'en profite pour rappeler, en tout cas, le guide sur la démarche portfolio de notre ministère, même si elle date de 2013, il y a des éléments intéressants et je les ai un petit peu adaptés, explicités pour les remettre dans le contexte actuel. Le dispositif portfolio, c'est déjà le portfolio d'apprentissage. Donc, pour aider, pour que l'étudiant conscientise sa trajectoire d'apprentissage, qu'il se situe, qu'il prenne le contrôle, en fait. J'aime bien reprendre les mots d'Emmanuel Polisset, je vois qu'il est connecté, qui le rappelle souvent. C'est un enseignant de l'Université Savoie-Mont-Blanc, en BUT Génie Civil. Donc, c'est que l'étudiant puisse prendre le contrôle de sa trajectoire d'apprentissage, qu'il se situe dans sa progression d'apprentissage, mais vers les compétences, qu'il apprenne à s'adapter, à se réguler, voilà, pour réussir. Donc, l'APC, clairement, a besoin de ce portfolio d'apprentissage. Ensuite, il y a le portfolio d'évaluation, qui est également un portfolio réflexif. On n'est pas sur une évaluation en one-shot, en une fois, avec des cases à cocher à partir d'un QCM. Là, on est vraiment sur l'évaluation des compétences de manière progressive et continue, avec des niveaux de développement, pour reprendre les éléments de ta grille, et on va évaluer non pas que la capacité d'agir de l'apprenant, de l'étudiant, mais on va également évaluer sa qualité à agir. Donc ça, c'est tout le travail autour des composantes essentielles qu'on retrouve en approche par compétences. Donc au passage, c'est à la fois utile, évidemment, pour l'APC, mais c'est utile, très utile pour l'insertion professionnelle de l'étudiant. Il y a le portfolio réflexif d'orientation, développement personnel et professionnel, qui n'est pas isolé, qui englobe évidemment, pour moi en tout cas, les 2 autres, mais lui qui vise à soutenir la construction du projet de vie de l'apprenant, qu'on touche à l'orientation, à l'insertion, mais vraiment plus largement au projet de vie de l'apprenant. Et puis il y a le portfolio de présentation, c'est celui le plus connu. Quand on demande à un étudiant dans une séance d'introduction au portfolio, qu'est-ce que c'est que pour lui un portfolio? Très souvent, c'est celui-là qu'il cite, c'est le portfolio de présentation, là où il montre un peu une vitrine, un CV amélioré, où on peut montrer des réalisations, des acquis, des compétences. Mais quand on veut travailler le portfolio, en tout cas nous dans l'avenir, on veut englober, connecter ces 4 volets du portfolio, parce qu'en fait, c'est vraiment un tout. Donc, les grandes phases du portfolio à venir, ESR, ça va être, pour l'instant, c'est le développement, l'amélioration de prototypes. Donc, on a diffusé des portfolios prototypes qui ne sont pas parfaits. C'est le principe d'un prototype, mais on a besoin que des établissements l'expérimentent, qui nous en fassent des retours. Donc, on le diffuse nationalement et chaque établissement l'installe. Pour l'instant, les prototypes, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça nous permet déjà aujourd'hui de capitaliser sur les expériences utilisateurs pour améliorer les versions suivantes. Julien Gribonval parlera des versions suivantes tout à l'heure. Et ça nous permet surtout d'écrire le cahier des charges de ce qu'on cible. Ce qu'on cible, c'est une version, en tout cas nationale, pour tout établissement qui voudrait s'en saisir. Donc là, on est sur autre chose. On est sur une version avec des milliers, des millions d'utilisateurs. Donc, vous voyez bien la différence entre un prototype qui nous permet de tester rapidement et une version nationale qui n'aura pas, qui sera beaucoup plus optimisée que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, faut bien garder en tête les 2. Autre chose important dans le travail qu'on fait, je vous rappelle qu'on ne travaille pas juste côté enseignement supérieur et recherche, on travaille également avec le volet scolaire. Donc, nous étions aux journées Include, justement, -3+3, qui était très intéressante.
Et donc, dans ce travail entre ces deux univers, qui apprennent à se connaître, enfin, nous, on apprend à connaître, en tout cas, l'enseignement scolaire, on a déjà acté que nous allions travailler un modèle de données, en tout cas commun, partagé, du scolaire à l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, ça permettra une fluidité, en tout cas pour l'élève, collège, lycée, qui travaille dans son portfolio et pour continuer à travailler quand il arrivera après sa transition dans l'enseignement supérieur. Donc, au-delà de ça, ça ouvre la porte ensuite à des analyses de parcours, bien sûr, avec des données anonymisées, de la recherche, etc., qui sont vraiment énormes et c'est très intéressant. Donc, c'est les deux côtés, c'est pour l'utilisateur et ça nous permettra également d'améliorer et d'analyser notre écosystème. Et donc, ces portfolios, ce modèle de données devra permettre de continuer également vers le passeport de compétences du travail, qui est ouvert depuis le début juin, et puis vers l'Europass en lien avec Pégase PCSCOL. Donc, la finalité, en termes d'outils, ce sera une version industrielle avec un socle de données commun, accessible en mode SaaS, et dans le respect total des politiques numériques de l'État. Voilà, donc ça, je le rappelle, parce que parfois on nous dit c'est pas parfait, vos prototypes, oui, ils sont pas parfaits, mais la version industrielle devra l'être. Voilà, donc je tenais à le préciser. Donc maintenant, je vais vous présenter la preuve par l'image quand même, parce que là, on a parlé avec beaucoup de données textuelles, donc on va essayer de vous montrer un petit peu les choses. J'aurai pas le temps de vous montrer les deux modules du portfolio. Il y en a deux, parce qu'il y a un module pour l'approche par compétences qui a déjà été livré dans une version qui va être très, très améliorée, parce que la version 1.3, je vous conseille d'attendre la prochaine. Je ne vous le présente pas aujourd'hui, parce que dans le webinaire, le QR code vers le webinaire qui était au départ de cette présentation, vous avez accès à une vidéo, vous avez accès à une présentation, donc, et vu que le temps a défilé, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous donnerai quand même ce diaporama qui reprend le lien vers la vidéo, qui reprend des éléments, en tout cas, relatifs vraiment au portfolio pour l'approche par compétences. Je les passe, ces écrans-là, ce sont des exemples. Là, c'était une production dans un portfolio, justement, suivi par Emmanuel Policé avec ses étudiants. Donc là, je tenais à vous montrer une vraie production. Donc, je vous donnerai le diaporama, vous vous rendrez compte un petit peu, même si ce n'est qu'un exemple, de ce que peut produire un étudiant quand il est dans un portfolio qui pousse le volet réflexif apprentissage et évaluation des compétences. Vous aurez accès ici à une trace, en tout cas les deux premières pages d'une trace qui fait 5 pages, mais qui est très, très intéressante, produite par l'étudiant pour démontrer sa compétence en génie civil. Voilà, je ne me rappelle plus, voilà. Un exemple de grille, en tout cas critérié, qui est travaillé dans le portfolio collectivement par des enseignants et qui est accessible aux étudiants pour évaluer justement une mise en situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, excusez-moi, je ne m'attarde pas dessus aujourd'hui. Et puis là, ensuite, dans le portfolio, au-delà de l'évaluation d'action, que ce soit en alternance, SAE, situation d'apprentissage et d'évaluation, je veux dire, dans les formations, dans le portfolio, il peut y avoir un bilan aussi. Ensuite, en fin de période, par exemple, pour chaque compétence, à l'issue de plusieurs actions menées. Donc ça, c'est un exemple pour la compétence réaliser un développement d'application en BUT informatique. Le portfolio reprendrait toutes les actions menées, toutes les SAE, les stages, l'alternance en lien avec cette compétence, toutes les traces qui auront pu être collectées, et l'étudiant aura un recul réflexif possible dans son portfolio cette fois, non pas sur une seule action, mais à l'issue de l'ensemble de ces actions pour, en tout cas, s'auto-évaluer sur l'atteinte d'un niveau intermédiaire ou final d'une compétence. Donc, la compétence peut avoir une grille également spécifique, parce que évaluer l'atteinte d'un niveau de compétence n'est pas pareil que d'évaluer à travers une essai la progression vers des compétences. Donc, dans le portfolio, vous pouvez utiliser ces deux objets. Ça, c'est dans le module APC. Ce que je dis encore quand même avant de passer au module projet de vie que certains attendent, c'est les expérimentations qui ont eu lieu jusqu'à présent. C'est vrai, je le reconnais, c'est surtout des BUT et des licences pro.
Vous avez quelques universités qui sont rentrées dans l'expérimentation, mais nous avons déjà les terrains d'avenir. Par exemple, avec l'Université de Franche-Comté, à qui je fais un clin d'œil puisqu'on a échangé par message beaucoup ces derniers jours, et qui va également mener des terrains d'avenir à AMU, Aix-Marseille Université, avec d'autres par l'Université Picardie-Jules Verne, etc., la Corse, qui nous ont rejoints récemment. Donc, avec tout ce beau monde et tous ceux qui étaient déjà, l'an prochain, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir des licences pro, des licences en droit, en sociaux, enfin, je l'espère en sociaux, en négociation avec l'IAE, avec des INSPE, avec Médecine Lille, avec des écoles d'ingénieurs, des masters. Vous en avez quelques-uns ici, avec qui il y a des terrains d'avenir qui sont contractualisés. Donc là, ça va être très, très intéressant. Et le DU lillois, dont vous parlez, Aurélie Dupré, en pédagogie universitaire. Maintenant, aujourd'hui, nous voulions vraiment faire un focus, non pas sur le module APC, parce qu'on aura d'autres occasions de vous le présenter, mais sur le nouveau module qui est créé vraiment en collaboration avec l'Université d'Aix-Marseille. Donc, c'est une super synergie là, qui a eu lieu avec Chloé, notamment Chloé Capricia, j'espère ne pas écorcher ton nom, qui n'a pas réussi à se connecter, je crois, à ce webinaire, parce que sinon elle aurait parlé, à moins que Chloé, tu me contredises. Non. Bon, hélas, bon, je suis désolé, Chloé, mais... Ah, il y a Isabelle Mathieu. Est-ce que tu... Ah, attendez, on va essayer de donner des droits à Isabelle Mathieu, désignée comme présentateur. Modifié. On va essayer de faire intervenir Aix-Marseille. Oui, je ne sais pas si tu m'entends, Eric. Chloé, elle est là, donc il faut juste que tu lui donnes les droits. On a essayé déjà. Alors, vas-y. Je la cherche. Tape Chloé dans la liste. On va essayer de lui donner les droits. Désolé pour l'interruption, mais... Ton pseudo, Chloé, c'est Chloé en parenthèse invitée? Oui. C'est bon. Ah, tu es Ça là? y est. Oui. Ah, génial. Ah, quand même. Je suis là avec Isabelle, effectivement. Voilà, avec Isabelle Mathieu. Tout à fait. Voilà, donc Chloé, tu pourrais peut-être, Isabelle, pourriez peut-être préciser du coup d'où vous parlez et puis de votre fonction. Oui, donc moi, Chloé Capricia, donc du coup, je suis ingénieure pédagogique sur Aix-Marseille Université. Donc, on travaille dans le cadre d'un projet France 2030 qui s'appelle donc DreamU sur la réussite des étudiants sur le cycle licence. Et je suis rattachée au service universitaire d'insertion et d'orientation d'Aix-Marseille Université. Voilà, et moi, donc, pareil, accompagnatrice pédagogique sur Aix-Marseille. Moi, je suis rattachée au CIPE et du coup, de centre d'information et d'évaluation des enseignants. Et du coup, je travaille avec Chloé plus sur la partie technique de Karuta et elle sur le contenu. Voilà, donc c'est ensemble qu'on a mis en place ce module. Voilà, et c'est vraiment, donc du coup, la présentation que vous allez faire, c'est vraiment le résultat d'un travail collaboratif, aussi bien nous au sein d'Aix-Marseille Université, où on a vraiment travaillé avec tout le service, donc au niveau du SUIO, mais aussi avec les enseignants des composantes, des étudiants de certaines composantes, donc sur la fac, notamment sur la fac des sciences, les étudiants de filière métier, et aussi, bien entendu, avec le CIPE, et aussi avec Eric et le prestataire, tout ça. Il y a vraiment un travail collaboratif derrière et je laisse Eric en dire un peu plus sur ce travail. Donc, ce qu'on a voulu faire dans le module Mon projet de vie, c'était de connecter quand même le travail du projet de vie à l'approche par compétences. Parce que dans les démarches d'orientation et d'insertion professionnelle aujourd'hui, très souvent, ce travail-là n'est pas connecté à l'approche par compétences. Donc, on va vous présenter ce module maintenant. Il y a un lien vraiment avec l'autre module approche par compétences. L'utilisation des traces d'un côté et de l'autre va être possible. La valorisation des compétences qui ont été évaluées en APC va être possible dans le projet de vie et très utile. Et puis, il y a d'autres liens qu'on va inventer. Voilà, donc
par rapport à d'autres dispositifs, on a vraiment tenu à s'interroger et à relier les deux parce que voilà, pour qu'un étudiant, un apprenant apprenne à se réaliser, aussi bien l'approche par compétences que l'orientation, que tout l'autre travail sur l'insertion, enfin, tout ça doit fonctionner ensemble si vraiment on veut aider l'étudiant, enfin, l'accrocher sur son chemin de la réussite, pour le coup. Donc, je vais juste arrêter ce diaporama et vous présenter ensuite la vidéo. Je le reprendrai après. Le temps que je me connecte. Je vais rafraîchir la page. Hop. Voilà. Donc, c'est un choix un petit peu qu'on assume. Par défaut, quand l'étudiant se connecte dans son portfolio, il arrive d'abord sur son portfolio de compétences. Donc derrière, on pousse l'approche par compétences parce que dans les établissements d'enseignement supérieur, on l'a rappelé tout à l'heure, vous savez que c'est l'une des préoccupations premières aujourd'hui des établissements. Et même pour l'étudiant, c'est important de se situer dans ses compétences. Je vais vous montrer plutôt le module Mon projet de vie. Vous voyez, l'étudiant passe de l'un à l'autre. Voilà. Donc, je vais commencer, puis on se passera la main, on rebondira avec Chloé. Il y a quelqu'un qui a un micro. Ah, Chloé? Je crois qu'on entend. Ouais, c'est bon, je coupe. D'accord. Et puis, je te demanderai de rebondir. D'accord, voilà. Donc, vous voyez dans ce portfolio, il y a les grandes rubriques qui sont là, représentent un processus. Enfin, on peut les suivre dans l'ordre ou pas, mais ça permet également d'aider les équipes qui travaillent sur l'accompagnement aussi bien au développement personnel, professionnel, au projet de vie, et bien d'avoir un peu une structure sur laquelle s'appuyer. Donc, le premier travail, c'est dans le portfolio, c'est se connaître. Donc, le portfolio ne se suffit pas à lui-même. Ce n'est qu'un outil support d'ateliers, de modules qui sont faits, par exemple, à l'Université de Marseille. Chloé, si tu peux le rappeler, par exemple, toi, tu as lu… En fait, nous, là, on a réfléchi vraiment le portfolio et par rapport aux attentes dont nous, on avait besoin, par rapport aux unités d'enseignement en orientation et en insertion professionnelle qu'on met en place du L1 jusqu'au M2. Il y a vraiment un glissement avec un questionnement sur déjà l'étudiant, qu'est-ce qu'il est, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses valeurs. Il y a vraiment tout au long de l'UE une réflexion sur ça et un glissement de l'orientation vers l'insertion pro. Et au fur et à mesure que l'étudiant va suivre ses modules et son unité d'enseignement, il va venir compléter les étapes de sa réflexion dans le portfolio Karuta. Et il va aussi, ça lui permet aussi vraiment de rentrer dans ce cheminement réflexif où il va être aussi acteur de sa réflexion et ce qui va lui permettre aussi d'accéder petit à petit, au plus il est acteur de cette réflexion, vers une autonomie aussi, puisque nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi, la réussite des étudiants, mais aussi l'autonomie au cours de la formation des étudiants. Et le portfolio rentre vraiment dans cette démarche réflexive de l'étudiant. Donc, au passage, vous voyez en bas le mot feedback. Sur toutes les rubriques du portfolio, l'étudiant pourra partager son portfolio pour avoir de l'aide, pour avoir un avis. Et nous avons identifié 3 grands rôles. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 3 acteurs. C'est des grands rôles à partir de ce qui se faisait aujourd'hui dans les établissements. Il y a des établissements, comme dans le cas soulevé par Chloé, qui ont des UE, donc on va parler d'enseignants référents qui animent dans le PPP, par exemple, et dans les BUT aussi, etc. Donc, l'idée, c'est que l'étudiant, à un moment, travaille suite à des séances de cours, etc., par exemple, sur l'expression de ses centres d'intérêt, de qui il est, la connaissance de soi, et il peut, à un moment, demander un avis, ou alors l'enseignant peut lui demander, en tout cas, de lui partager son travail ou pas. Donc, c'est un outil d'interaction avec des enseignants référents, à qui il peut poser des questions, avoir des réponses, des conseillers établissements, qui ne sont pas forcément des enseignants propres à la formation, ça peut être des personnels de SIOIP ou d'autres services, et puis il y a des conseillers externes
qui peuvent être des mentors, des tuteurs, qui peuvent être des parents dans certains cas, qui sont aussi des professionnels, qui peuvent être toutes les personnes qui ne me viennent pas à l'esprit, mais en tout cas qui peuvent également aider l'étudiant dans son chemin, en tout cas sur son projet de vie. Donc c'est sur toutes les rubriques. Après, on va aller vite. Je ne peux pas tout vous détailler, mais voilà, les centres d'intérêt, c'est le faire parler sur les centres d'intérêt. C'est pas juste ajouter un centre d'intérêt pour mettre à la fin d'un CV en 2 mots, mais c'est se questionner, mais enfin, pourquoi ce centre d'intérêt, depuis quand? Est-ce que c'est juste comme ça ou est-ce que vraiment, qu'est-ce qui m'intéresse? Ça peut être la photographie, donc l'étudiant peut ajouter des preuves, ça peut être des films d'animation, pourquoi j'aime ça, qu'est-ce que j'aime, ça peut être du graphisme, etc. Donc voilà des exemples de réalisation, ou ça peut être les nouvelles technologies. Enfin, on invite l'apprenant à s'exprimer sur ses centres d'intérêt, à y réfléchir. Après, il y a la connaissance de soi. Par exemple, Chloé, je crois que vous avez un atelier peut-être sur les cartes mentales. Oui, effectivement, nous, dans la réflexion des étudiants et en prémisse du portfolio, il y a une réflexion autour de la carte mentale. Donc, l'étudiant, il peut venir ensuite télécharger la carte mentale dans le portfolio Karuta. Tout à fait. Ah, pour illustrer, hein, j'ai fait une carte mentale d'un persona, Isabelle Jobs, la sœur de Steve. Bon, il faut bien que je m'amuse un peu. Et je m'étais mis dans sa peau, comme si je devais faire la mienne d'ailleurs. Finalement, qu'est-ce que je vais mettre en avant de ce que je suis sur ma carte? C'est un exemple, il n'y a pas que ça comme carte mentale. Ses centres d'intérêt et puis ses compétences préférées. Il ne s'agit pas toujours de lister toutes ses compétences. Et là, on voit qu'il y a à la fois de l'APC et puis des compétences qui ne sont pas de l'APC, qui sont du soft skill, mais peu importe, l'apprenant a le droit de dire ce qu'il a vraiment envie, ce qui le caractérise plus, et puis par exemple des expériences préférées. C'est un type de carte mentale de soi, mais il y a plein d'autres types, méthodes, etc. Voilà. C'est juste pour illustrer ce que ça pouvait être. Après, il y a le travail sur les valeurs, où c'est un travail qui peut être accompagné par des ateliers, évidemment, et puis un travail très, très personnel, tout comme les valeurs d'ailleurs, où on peut s'interroger sur ces traits de personnalité. Et puis là, on peut faire appel je dirais pas à des tests, mais plutôt à des séances animées, plutôt que des tests, parce que ça peut être les tests de plage, c'est pas forcément... quand on vous dit chouette, je suis chevalier, je suis héros, c'est génial, mais après, on en fait quoi? Par contre, un travail sur les traits de personnalité, si par la suite on le relie plus tard à des éléments, des attentes, pourquoi pas liées à des offres d'emploi ou autre chose, ça peut être intéressant d'avoir repéré, en tout cas, certains éléments. Donc ça, c'est la partie sur la connaissance de soi. Et après, ce qu'on veut, c'est que l'apprenant explore tous les possibles. Dans un premier temps, j'explore, j'ajoute des possibles pour moi. Encore une fois, il faut derrière une animation. C'est pas le portfolio qui le fait. Un étudiant, je ne pense pas qu'il puisse tout seul servir du portfolio, mais c'est-à-dire derrière, il y a des séances, il y a par exemple des visites d'entreprise dans certaines formations, il y a participer à des journées portes ouvertes pour découvrir des possibles, etc., etc. Donc derrière, il faut amener des éléments, des journées sur la mobilité internationale ou autre. Donc là, c'est un exemple du coup d'une étudiante qui aura ajouté des fiches de futurs possibles. On a identifié 4 types. Un métier possible qui me parle peut-être un peu, une formation à court ou moyen terme ou voire long terme qui m'intéresserait, une mobilité, ou alors un autre futur possible. Ça peut être par exemple une année de césure, un service civique ou autre, tout ce qui pourrait représenter un futur à court terme, à moyen ou à long terme. Donc quand on ajoute un futur possible, derrière, il y a l'idée, par exemple, là, si je suis en BUT informatique première année, un de mes futurs possibles, ça pourrait être mon choix de parcours que je vais faire en S2 pour l'année suivante. Donc, si j'ajoute en tant qu'étudiant, moi, un de mes futurs possibles, c'est plutôt le BUT, le parcours réalisation d'application. On lui demande d'effectuer des recherches, que ça ne reste pas juste une idée floue comme ça. Sur la formation, sur les objectifs, les compétences visées,
sur les lieux d'enseignement envisagés, sur le programme, les cours, sur les profils d'entrée, sur comment je candidate, les débouchés, les profils de sortie après cette formation, à quoi elle mène. Les contacts qu'il a trouvés, dans ce cas-là, il les garde dans sa fiche. Ça lui permettra d'y revenir plutôt que de rechercher à chaque fois. Et puis, il peut ajouter des sources. Par exemple, le futur portfolio pourrait être relié à la plateforme ONICEP, sera relié à la plateforme ONICEP à venir. On pourrait aller chercher assez facilement des fiches formation, par exemple, sur ce parcours, ou alors sur des applications d'établissement comme chez nous, Trouver mon BUT. Là, il peut également aller chercher des fiches qui peuvent être sous la forme de liens ou des documents. Voilà, donc là, l'idée de l'étudiant, c'est que pour chaque futur, il effectue des recherches, il garde des traces de ses recherches, mais ensuite qu'il réfléchisse. On n'est pas sur un portfolio passif, on est finalement, mais qu'est-ce qui me motive le plus? Qu'est-ce que m'apporterait cette formation comme bénéfice à moi? Donc, je ne vais pas dans cette formation pour faire comme mon copain, mais qu'est-ce que moi j'en tirerais? Je ne vais pas dans cette formation parce que mes parents veulent que j'y aille. Je m'interroge en me disant, mais qu'est-ce que moi, vraiment, ça pourrait m'apporter? Qu'est-ce que j'en attends? Et puis, quels pourraient être les freins? Des fois, on peut se mettre des freins financiers ou confiance ou autres, et puis s'interroger si est-ce que mon parcours est en cohérence avec l'accès à cette formation? Ça peut être intéressant de se positionner. Donc, vous voyez que derrière, sur ces pages-là, quand on peut ensuite demander un avis à un conseiller, ou à l'Université Savoie-Mont-Blanc, à un animateur à la réussite étudiante, par exemple, ou à un autre type de personnel, c'est pratique. Parce qu'on repère des choses qui nous intéressent, à un moment, on a besoin peut-être d'en discuter avec quelqu'un. Je ne vais pas tous les faire, mais là, à court terme, cet étudiant a repéré un parcours. À plus long terme, un peu plus tard dans le portfolio, il repérera peut-être un master, 1, 2, 3, 4 masters, ou une école d'ingénieur, j'en sais rien. À chaque fois, il y a ce travail, recherche, analyse, je me positionne dessus. À un moment, ça peut être une mobilité internationale. Donc là, ça ouvre le travail. On parlait tout à l'heure des relations entre les acteurs autour du portfolio, donc les SIOIP, les services de pédagogie, mais également les services de mobilité internationale. Le portfolio rassemble un peu ces acteurs parce que finalement, c'est l'accompagnement du projet de vie de l'étudiant et s'interroger sur pourquoi je veux faire une telle mobilité, les recherches, l'inciter à aller faire des recherches sur les universités partenaires, les cours en ligne, etc. Quelle démarche je dois effectuer? Quel niveau de langue est requis? J'ajoute des sources de ce que je trouve et puis j'analyse. Je ne fais pas ça pour rien. Qu'est-ce qui me motive le plus? Qu'est-ce que j'en attends? Donc là, j'ai essayé de jouer le jeu du persona, là, Isabelle Jobs. Ensuite, quels pourraient être mes freins, si c'est le financement, etc. Et puis, encore une fois, le parcours, quel est le meilleur moment pour partir? Donc, c'est qu'un prototype, il va s'enrichir des expérimentations qu'on va mener là-dessus avec Chloé. D'ailleurs, Chloé, tu veux peut-être réagir par rapport à l'international ou autre chose? Non, du coup, voilà, effectivement, donc toujours au fur et à mesure que l'étudiant avance dans son cheminement et dans la construction de son projet professionnel, il va questionner notamment sur les métiers, les champs des possibles, les champs des futurs possibles. Et effectivement, donc cette partie-là aussi, donc comme disait Eric, à chaque fois, on a travaillé les parties avec les services concernés. Donc là, au niveau des questions posées par rapport à une mobilité internationale, on a travaillé notamment avec les RI, pour expliciter, que l'étudiant arrive à expliciter et à poser vraiment concrètement, à se poser les bonnes questions avant d'effectuer sa mobilité. Et on a fait pareil à chaque fois, que ce soit pour les fiches parcours ou les fiches métiers aussi. Tout à fait. Voilà. Je vais peut-être pas... Si, je détaille juste une chose, c'est une fiche métier. Donc à un moment... peut-être pas en première année, mais peut-être plus tard. Il y a des gens, dès la première année, voire dès le lycée, ont repéré des métiers, et d'autres, ça sera plus tard. C'est pas grave, là, l'idée, c'est de... en tout cas, si l'étudiant ajoute un métier, pour l'instant, on est sur des prototypes. Alors, on ne sait pas faire des imports depuis l'ONICEP ou depuis le ROM 4.0, là, depuis les nouvelles fiches métiers, ou d'ailleurs, mais donc, peu importe, l'étudiant peut être actif, repérer un métier qui l'intéresse, la développeur informatique, pourquoi pas, mais on lui demande d'effectuer une recherche poussée, quand même, sur les missions, les activités de ce métier, les domaines ou secteurs d'activité, et puis les savoir-être nécessaires à l'exercice du métier. Et là, vous voyez que c'est quelqu'un,
c'est moi qui l'ai fait pour donner un exemple, mais qui sera allé chercher on reconnaît bien les compétences du RUM 4.0 et puis les savoirs qui seraient nécessaires. Donc, si on met tout ce qu'il y a dans le RUM, c'est très long, c'est pas forcément l'objectif. Mais ensuite, de s'interroger sur les conditions de travail, avec quel statut, plus tard peut-être je pourrais exercer ce métier, on peut être fonctionnaire ou dans le privé ou indépendant, quelles sont les formations possibles. Et c'est là que je peux avoir besoin d'aide. Je peux avoir repéré des formations dans un site, dans un autre, et puis après je peux me demander mais quelle est la meilleure formation pour moi. Donc je peux réfléchir, mais à un moment je vais pouvoir utiliser mon portfolio, le partager peut-être avec même une CEN si elle est disponible, ou avec d'autres types d'acteurs, des conseillers, même avec mes directeurs d'études, même avec des enseignants également qui sont en informatique, etc., avec des professionnels. Donc, à chaque fois, il y a cette idée, je travaille, j'effectue des recherches, Oui. et puis... Oui, Pour Chloé? rebondir en quête de terrain dans le chat, oui, effectivement, dans les fiches métiers, au niveau des preuves et des justifications que l'étudiant va apporter, on leur demande de réaliser une interview métier et il va pouvoir venir le déposer justement dans Karuta pour justifier de l'interview métier. Effectivement, c'est les prémices, les fiches métiers sont souvent les prémices à l'enquête terrain et à l'interview qu'ils vont réaliser derrière avec un professionnel du métier. Donc, tout à fait, il y a bien le lien entre les fiches métiers et une enquête terrain qui s'est réalisée derrière. Et les offres d'emploi aussi, qu'il aurait repérées, qui l'intéresseraient avec ce métier plus que d'autres, par exemple, aussi. Bon, voilà. Donc, c'est des exemples de travail sur les fiches futures, par exemple, un service civique sur le thème de la solidarité et autres. Donc, pour l'instant, l'étudiant ouvre tous ses possibles, mais il les analyse. Parce que à un moment, ce serait quand même mentir de dire à l'étudiant, tu peux faire ce que tu veux. Oui, enfin, tu peux envisager de faire ce que tu veux, mais réfléchis. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent pour arriver à ce que tu veux par rapport à où tu en es, etc. Donc, il faut faire ce travail de pas juste, voilà, tout m'est possible. Il y a la question de l'analyse et ensuite du compromis sur des choix qu'il devra faire. Alors, après, il y a un moment, comme dans toute démarche, il va falloir faire son bilan. Donc, son bilan, son vécu, son récit de vie jusqu'à présent. Donc, il y a les formations qu'il a menées. Donc, le portfolio peut permettre aussi de garder des traces avant de les perdre. Par exemple, là, le relevé des compétences intermédiaires, là, je rêve. J'imagine que bientôt, chaque année, on pourra avoir à la fois dans la partie du module APC du portfolio, puis à la fois un petit fichier PDF de relevé de compétences intermédiaires. Si on est en APC, peut-être qu'en fin de première année, j'aurai mon niveau 1 de telle compétence, je pourrais avoir un petit document. Ça me permettrait de me dire que si un jour je m'arrêtais en fin de première année, d'ailleurs, pour X raisons, ce ne serait pas forcément un échec. C'est-à-dire j'aurais peut-être déjà des niveaux de certaines compétences acquises. Ça rejoint une réflexion que j'ai entendue hier par l'inspecteur Olivier Ray aux journées continuum -3+3, où l'arrêt en cours de formation est vécu pour un échec. Donc, je pense que si on a un travail intéressant dans le portfolio, cette vision de l'échec, on pourrait petit à petit lutter contre ça, parce que quand on a fait une année d'enseignement supérieur, très souvent, ce n'est pas un échec. On a déjà des acquis qui nous permettent même de mieux réussir si on repart en première année ou si on part sur une passerelle, quoi. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc là, l'idée, c'est de faire son bilan, enfin, où j'en suis dans mes formations académiques, des autres. Par exemple, je peux avoir un diplôme de juge-arbitre de tournoi de tennis. Ça peut être intéressant aussi. Je cumule un petit peu. Vous comprenez que je suis en train de construire mon CV aussi. Mes expériences professionnelles, en m'interrogeant quand même sur qu'est-ce que j'ai fait, mes missions, quelles sont les compétences acquises, notamment celles en lien avec ma formation. Il se peut très bien que dans une expérience professionnelle qui n'était pas une USAE, qui n'était pas un stage, qui était autre chose, j'ai aussi pu quand même travailler des compétences de ma formation et puis d'autres, c'est possible. Et puis s'interroger, qu'est-ce que m'a vraiment apporté cette... Donc on a parlé des compétences, on pourrait rentrer dans le détail, quel savoir-faire, quel atout personnel maintenant j'ai repéré grâce à cette expérience. Et puis on peut associer des preuves. Donc des preuves qui peuvent être des traces ou des réalisations, des productions qu'on a menées. Voilà. Donc le principe du portfolio,
c'est assez facile de faire ce travail-là. Et enfin, d'en faire mon bilan, on a voulu intégrer quand même quelque chose sur les langues, puisque quand même, il existe le cadre européen de référence pour les langues. Donc là, on est sur du déclaratif, mais enfin, on est sur du positionnement. Vous devez le connaître, cet outil. Donc l'étudiant peut se positionner sur des langues avec le fameux cadre européen. Donc c'est un moment, il peut aussi faire son bilan. Pour l'instant, on l'a mis dans cette rubrique. Peut-être qu'on le mettra ailleurs par la suite. Donc une fois que l'étudiant a travaillé la connaissance de soi, exploré tous ses futurs, ouvert sont possibles, qu'il a analysé, peut-être déjà commencé dans sa tête à en privilégier certains, eh bien, il peut commencer à bâtir des trajectoires. Pas forcément une seule, mais à se dire, bon, je peux imaginer un chemin qui n'est pas figé, un chemin qui va changer, peu importe, mais au moins, je commence à m'imaginer des parcours, des trajectoires pour réussir mon projet de vie. Donc là, l'étudiant peut aller chercher les futurs possibles qu'il a déjà travaillés dans son portfolio, vous voyez là, et se construire un peu une chronologie envisagée. Le parcours but, une mobilité en Irlande, plutôt à ce moment-là. Ensuite, bah, tiens, je ferais bien, alors développeur informatique, j'irais bien travailler après ou pas, donc il pourra les déplacer, et son service civique, il serait plutôt avant le service civique d'ailleurs qu'après le métier, je pense. Enfin bon, peu importe, l'étudiant est libre de construire ses trajectoires et de demander un conseil s'il le souhaite. Mais surtout se positionner. OK, ce parcours-là, je l'envisage, cette trajectoire, mais qu'est-ce que j'ai déjà accompli jusqu'à maintenant? Donc, il peut réfléchir à ce qu'il a accompli qui lui permet, et puis qu'est-ce qui lui manque? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui me manque? Et il peut associer, d'ailleurs, ces traces également en approche par compétence, hein, parce que voilà, il peut, par rapport à des formations, etc., avoir des traces assez pertinentes qui lui disent qu'il est, par exemple, qu'il sera peut-être bientôt employable pour le métier de développeur. Hein. Et puis, ben voilà, donc il peut créer plusieurs trajectoires. Hein. Ici, vous avez un bouton. Là, il n'y en a qu'une, mais tous les chemins mènent au Rhum, hein, sans faire de jeu de mots avec nos collègues. Chloé, tu veux rajouter quelque chose sur les trajectoires? Non, tout à fait. Et donc, dans sa trajectoire, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est qu'il va pouvoir, donc on le voit quand c'est un peu plus bas, mais vraiment, quand il fait son bilan et au niveau des compétences acquises, il va pouvoir faire le lien aussi, du coup, avec le portfolio d'évaluation par compétences et pouvoir aussi venir justifier ici des compétences qu'il a déjà acquises par rapport à la trajectoire professionnelle envisagée. Donc, on voulait vraiment aussi qu'il y ait un lien entre, du coup, les deux portfolios et que l'étudiant puisse justifier des compétences acquises ici dans son portfolio projet de vie. En termes de valorisation, on va le voir ensuite dans l'étape suivante, mais on a failli oublier quand même quelque chose. L'idée, c'est que l'étudiant, il se planifie des actions pour réussir sa trajectoire. C'est qu'on a vu là, c'était l'idée d'une chronologie, mais ensuite, pour avancer dans cette chronologie, après son positionnement, ce que j'ai accompli, ce qui me manque, c'est quelles actions je mets en œuvre maintenant pour progresser dans cette trajectoire. Alors, par exemple, je vais aller à la JPO. Tu vois, Chloé, on a oublié de le dire, mais là, l'idée, c'est d'ajouter des actions. Qu'est-ce que je fais maintenant pour progresser? Oui, on a une question. Pourrait-il continuer même hors l'université à compléter son portfolio? L1 qui quitte la fac et veut s'insérer dans la société. Alors ça, après, nous, ce qu'on a décidé au niveau d'Aix-Marseille Université, c'est que l'étudiant pourra avoir accès 2 ans après l'issue de sa formation aux données qu'il a mis et qu'il a enregistrées dans son portfolio. Après, ça, c'est une décision, je pense, politique au niveau d'Aix-Marseille Université. Je ne sais pas après ce qu'il en est pour les autres universités, mais en tout cas, il peut avoir une portabilité. Nous, c'est ce qu'on demandait, c'était un peu un des critères aussi qu'on recherchait, c'est pouvoir avoir cette portabilité. Donc, en tout cas, il aura pendant 2 ans. Oui, effectivement, il y a 2 éléments. Il y a, pour l'instant, sur les prototypes, l'établissement peut très bien continuer à donner l'accès X années. Le prototype, vous ne le voyez pas, mais il y a un bouton, l'étudiant peut exporter son portfolio quand même. Bon, après, c'est exporter les fichiers, pour l'instant, c'est du XML. Mais par contre, dans la version industrielle qu'on veut faire, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'atelier interopérabilité des portfolios, c'est quand même l'idée qu'il y ait les données qui puissent être exportées vers le passeport de compétences finalement à vie qu'offre, développé par la Caisse des dépôts, là, qu'offre justement le passeport de compétences qu'on va pour vulgariser du travail, même si c'est pas que le travail, mais pour le positionner, je veux dire. Donc oui, en tout cas, c'est dans le cahier des charges de la version industrielle.
en tout cas qu'il y ait une portabilité des données pour qu'ils puissent le conserver. Après, des établissements peuvent avoir des stratégies de maintenir ce portfolio ouvert à leurs alumni, etc., pendant 1, 2, 3 ans. Ce sera beaucoup plus facile de faire ça quand justement le portfolio sera proposé en version SaaS, c'est-à-dire pas forcément hébergé par l'établissement. Parce que ce qui est problématique, c'est quand l'établissement doit gérer des milliers, des centaines d'année en année. Aix-Marseille, votre université, vous avez 80 000 utilisateurs. Étudiants, pardon, usagers, étudiants, excusez-moi. Et si on gardait tous les étudiants dans le portfolio, chaque année, je ne sais pas combien il y a de nouveaux, il y a 20 000, 30 000 étudiants nouveaux chaque année, peut-être. Ça ferait vite des sommes difficiles à gérer si vous les gardez 10 ans. Par contre, si l'hébergement est national centralisé, bon, ça ouvre des possibilités. Alors, enfin, la dernière rubrique, et le temps défile. On parlait de valorisation tout à l'heure. Moi, je parlerai plutôt de carottes pour avoir vécu un autre projet portfolio avant à l'IUT de Grenoble, que je salue au passage. J'avais mené un projet de portfolio de 2011 jusqu'à 2018, quand je suis parti. Auprès des étudiants, ce n'était pas encore l'approche par compétences, mais quand même, on voulait travailler le positionnement sur les compétences de la formation des étudiants, plus le travail sur la construction du projet personnel et professionnel. Eh bien, l'élément, évidemment, qui motivait le plus les étudiants, c'est quand je leur ai dit que tout le travail qu'ils font dans le portfolio se retrouve et leur propose une synthèse sous forme de CV. Après, ce n'est pas un CV à donner à un recruteur directement, sauf si on n'a rien de mieux, mais au moins, c'est une base de CV. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils font, tout leur travail, prend sens, parce qu'en fait, quand on regarde là, c'est tout ce que l'étudiant a travaillé dans toutes ces rubriques, y compris dans le côté APC, où il va pouvoir valoriser ses compétences à la fin dans son CV, celles de l'APC, parce qu'elles sont quand même assez intéressantes. Là, j'ai un futur développeur informatique. Je peux valoriser des compétences, réaliser un développement d'application, optimiser, conduire un projet, travailler dans une équipe informatique, administrer des systèmes d'information communicants complexes. Et puis, si vous avez amené l'étudiant à travailler sur les soft skills, il va également pouvoir les valoriser ici, plus ses compétences en langue. Donc, c'est un peu notre marque de fabrique à nous sur le portfolio, on va dire, volet ESR, c'est de valoriser les différents types de compétences qu'on travaille. L'ONICEP va travailler sur les compétences du 21e siècle, c'est des soft skills du 21e siècle. On va pouvoir les intégrer. Voilà, vous voyez que le CV, c'est une base de CV qui est quand même propre. Là, on peut l'exporter en PDF et c'est très, très propre. Après, l'étudiant, il faudrait qu'il le personnalise. Si je réactive l'édition, là, à minima, en tout cas ici, l'étudiant peut changer son slogan, ce qu'il cherche, changer son à propos de lui, là. Mais tout le reste, c'est construit automatiquement par tout son travail dans les 2 modules du portfolio. Voilà, donc on a peut-être été un peu long. Je vous prie de... Alors, il y a juste 2 questions. Ne va-t-il pas y avoir des craintes de la part des utilisateurs à renseigner tant de données à caractère personnel? Donc, il y a déjà une réponse qui a été apportée. Merci. Karuta propose lors de l'ouverture du portfolio la réglementation RGPD de l'hébergeur avec la possibilité de supprimer définitivement ces données personnelles. Effectivement, et nous, après, pareil, au sein d'AMU, déjà, nous, ça répond à tous les critères que nous avons par rapport à la confidentialité des données des utilisateurs, que ce soit de nos étudiants, tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et effectivement, pareil, au bout de 2 ans, de toute façon, les données personnelles seront totalement supprimées de partout. Alors après, je ne sais pas, Eric, si tu veux compléter par rapport à cette question. Oui, alors, dans le portfolio, normalement, il y a une rubrique. Alors, dans ma version de test aujourd'hui, elle n'y est plus. Il y a une rubrique sur mes données, mon consentement. Donc, il y a quand même tout un document RGPD que l'étudiant est informé, etc. Et puis, je regarde les questions en même temps. Pour la version industrielle, on a déjà travaillé un cahier des charges normatif où évidemment le RGPD, mais pas que ça, l'accessibilité, etc. Tout ça, on doit y répondre parfaitement. Donc, c'est intégré. Après, là, on est sur un portfolio. Vous le voyez, ce qui est vraiment personnel là ici de l'étudiant, c'est lui qui décide de le partager.
l'enseignant ne se balade pas sur les portfolios des étudiants ou les conseillers, sauf s'il lui demande, alors pas pour le CV, parce que dans le prototype, c'est pas possible, mais pour en faire mon bilan, là, par exemple, ou explorer mon futur, je sais plus où on l'avait mis. Là, c'est l'étudiant qui décide de le partager. Hein. Sinon, c'est son portfolio personnel à lui. Donc déjà, pour l'instant, on est cohérent en termes, en tout cas, de traitement des données. Je vais essayer de... Il nous reste encore quelque chose d'important. Il y a encore Julien Gribonval qui va nous parler rapidement, mais je vais essayer de répondre vite fait aux questions. Tu m'excuses, Julien, tu peux encore rester un petit quart d'heure? Pas de souci. De toute façon, moi, ça ira vite. Hein. D'accord. Alors, je vais juste essayer de répondre aux questions avant qu'il soit trop tard. J'en vois quelques-unes. Alors, pour l'instant, on ne peut pas, dans ce prototype, évidemment, cette question est venue plein de fois, on ne peut pas faire plusieurs CV ici. C'est pour ça que je dis, c'est une base de CV. Ce n'est pas un CV. C'est vraiment, c'était de montrer à l'étudiant, en fait, que s'il fait bien le travail déjà, eh bien, il est en train de se profiler, en train de se construire un profil, une identité personnelle et professionnelle. C'est pour la matérialiser qu'on a créé ce CV. Mais ce n'est pas le CV donné à un recruteur. Et non, on ne peut pas faire plusieurs types de CV pour l'instant différents dans ces prototypes-là. Mais pour la version industrielle, plusieurs fois on nous l'a demandé, donc ce sera dans le cahier des charges, c'est certain. Oui, on avait même évoqué la possibilité de filtrer des éléments au choix de l'utilisateur. Oui. Mais les prototypes ont une limite, encore une fois. Donc, on utilise Karuta qui nous rend franchement de grands services. Mais ça reste un prototype fonctionnel, mais c'est un prototype. Donc, il n'est pas parfait, je vous le dis. Mais vous voyez, vous avez sous les yeux déjà ce qu'on peut faire. Alors, Julien, je vais te remettre le diaporama. Attendez, toc. Je vais quitter ça et je vais te remettre le diaporama. 2 secondes, le temps que je revienne avec les bonnes données. Hop. Alors, une fenêtre qui superpose. Ah. Pardon? Ça va l'avoir pour arriver aussi. Ah. Peut-être les quarantaines, on aura plusieurs. Attendez. On voit pas mon partage là. Si? Si, c'est bon. Si, on voit. C'est bon? Si, c'est bon. Voilà, Julien, je vais te laisser la parole pour le calendrier, en tout cas, qui peut bouger un peu encore, mais voilà. Donc, rapidement, je suis Julien Grimonwald. Je suis le coordinateur technique du volet ESR pour le portfolio au sein d'Avenir. Donc, pour refaire un petit bilan de notre travail réalisé en cours, donc on a eu une version qui a été livrée en décembre de KPC 1.3, où justement on avait focalisé les améliorations pour avoir de meilleures performances. Donc ça, c'était les points positifs parce qu'à l'usage, ça se voit. Par contre, avec les mises en place qui ont été faites, on s'est aperçu que ça arrivait il n'y a pas longtemps, en fin de compte, qu'on avait quelques bugs. Alors, c'est des choses qu'on n'a pas pu voir pendant nos tests parce que malheureusement, ce sont des choses qui se voient avec l'usage sur la durée. Donc, voilà. Malheureusement, cette version-là contient des bugs qui peuvent, qui gêneront les utilisateurs à l'usage. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais par contre, tout ça, ce sera principalement corrigé avec une version intermédiaire 1.3.5 et dans la 1.4, version majeure qui contiendra justement, comme l'a dit Eric, mon projet de vie. Voilà principalement pour cette version-là. Donc, il est prévu que la version 1.4 soit disponible, on va dire, en pré-version début juillet. J'espère qu'on aura pu, nous, au moins, dégrossir le travail au niveau des tests avant.
Et par contre, je préviens, c'est vraiment une version, une pré-version. Ce ne sera pas à mettre en production tout de suite parce que d'expérience par rapport à la version 1.3, il faudrait qu'on ait au moins des volontaires qui nous contactent, qui rejoignent le groupe de travail. Je vais essayer de monter un groupe de travail de testeurs pour pouvoir au moins tester cette préversion et pour la livrer officiellement à l'automne avec, si possible, aucun bug. Voilà. Donc, comme c'est écrit, donc correction des bugs principaux de la 1.3. Eric en a déjà parlé, c'est la grosse évolution qui comprend de façon optionnelle le portfolio de vie de l'étudiant, donc la version Mon projet de vie, et qui est fortement basé sur la solution d'Aix-Marseille Université. Donc, cette version-là, pour ce portfolio-là, c'est vraiment optionnel. Vous pourrez ne pas le déployer pour vos étudiants, mais ce sera un batch qui permettra de l'ajouter au portfolio par la suite. Donc, c'est quelque chose qui se voulait optionnel et ne pas trop perturber les utilisateurs tant que le portfolio, enfin cette version-là, cette partie-là n'était pas prise en main par les équipes des établissements. Donc voilà. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations quand même sur des fonctionnalités de base, on va dire, au niveau du fonctionnement. Ouais, Julien, je me permets de citer une grosse amélioration quand même, et qui sera toujours dans la 1.4. C'est qu'avant, quand un enseignant recevait, plusieurs enseignants pouvaient recevoir les mêmes demandes d'évaluation. Par exemple, donc un enseignant, s'il avait 200 demandes d'évaluation de sa cohorte, par exemple pour des situations d'apprentissage et d'évaluation, ça mettait un certain temps à s'afficher. Aujourd'hui, c'est instantané. Vous avez plus de 200, votre tableau de bord des 200 demandes, elle est instantanée. Donc, on a quand même des très gros progrès qui sont super encourageants. Donc oui, il faut patienter pour la version complète et débuggée, mais c'est génial d'avoir... donc, je remercie Portfolium d'avoir bien avancé sur ce dossier, et Julien, Isabelle aussi au passage, donc Olivier Gerbet et Isabelle Roy. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question rapide dans le chat, c'est le contraste des couleurs pour la problématique RGA. Alors, j'avoue que ce n'est pas notre objectif de qualifier la partie RGA. On essaie de faire notre possible en allant le plus vite possible. Je rappelle, c'est vraiment une version prototype. Ce n'est pas quelque chose d'industriel. Donc, par contre, si vous avez des retours ou quoi que ce soit à nous faire, il ne faut surtout pas hésiter. On pourra voir pour essayer de corriger ce qu'on peut. Voilà. Pour la version industrielle, il est évident qu'on sera 100%. Voilà. Faudra patienter avec la version industrielle pour avoir un outil vraiment conforme de bout en bout sur les problématiques actuelles, dont le RGPD, le RGA et même les causes environnementales. Voilà. Donc, ça, sur la version 1.4, j'insiste encore, on a besoin de volontaires pour tester parce qu'on s'est aperçu qu'avec la 1.3, on n'avait pas assez de mains pour faire des deuxièmes passes ou des choses comme ça avec des personnes qui expérimentent un petit peu plus et qui vont un peu plus loin que nous au niveau des tests de qualification des livraisons. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien qu'il y aura une version 1.4 qui sera disponible normalement début juillet et une version officielle qui sera disponible à l'automne. Voilà, donc la version à l'automne sera normalement éprouvée. Ensuite, après, c'est vraiment dans le futur. Donc, on se donne le temps de laisser les expérimentations sur la 1.4 et on fera une version 1.5 en fin d'année fin d'année universitaire pour intégrer des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes, dont ce que propose l'université de Pau et pays d'Adour, donc avec la partie du volet de l'alternant. Donc on aura des fonctionnalités spécifiques à ce type de formation.
On prévoit d'autres éléments, dont les améliorations sur l'authentification pour les évaluateurs et autres types de personnel, parce que c'est quelque chose qui pêche à l'heure actuelle. Surtout, on a besoin de sécuriser les accès. Mais le problème, c'est que les systèmes d'information des établissements ne sont pas forcément toujours au point par rapport à ces types de populations. Donc, bon, on a besoin d'expérimenter le sujet, mais ce sera encore à discuter sans doute pour si on le livre en version 1.5 ou en version industrielle. Et après, il y a d'autres éléments comme essayer éventuellement d'automatiser les imports, exports via Apogee. C'est un sujet qu'on a sur la table depuis quelques mois. On a commencé à en discuter avec quelques partenaires. D'ailleurs, si on pouvait avoir des contacts de Sergi, ce serait bien. Ce côté technique, ça me manque un peu. Mais bon, en tout cas, on a commencé à en discuter avec justement AMU, l'UPJV et éventuellement d'autres partenaires que j'oublie forcément dans le lot. Donc, juste pour rappeler les objectifs de la version industrielle, donc prévus pour la version pour 2026. Principalement avec un mode, une partie qui sera forcément centralisée, mais avec des briques qui seront soit hébergées dans l'établissement, soit disponibles en mode SaaS. Voilà. Ce sera une version qui sera principalement où normalement on devrait avoir, on va mettre les moyens en œuvre pour avoir des performances industrielles, une qualité poussée et finalisée pour un environnement industriel. Voilà. Donc cette version-là contiendra principalement tout ce qui sera défini justement dans le cahier des charges fonctionnelles par rapport au prototype de Karuta. Mais entre autres, on pourra retrouver des éléments sur les évaluations des compétences pour tous les types de tailles de cohorte, ce qui pêche un petit peu à l'heure actuelle au niveau performance. Mais ça, c'est quelque chose, de toute façon, au niveau performance, il y aura de gros travaux là-dessus pour optimiser les choses. Donc, évidemment, on aura besoin de données et statistiques par rapport au groupe cohorte sur les modèles de données SCO, ESR, plus l'AMU. Donc, pour avoir des indicateurs principalement et pour pouvoir valoriser la plateforme. Donc, également, on aura des systèmes qui amélioreront la gestion des notifications et des alertes. Parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui fonctionne principalement par mail ou à l'initiative de l'utilisateur en allant voir ses tableaux de bord. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui incite l'utilisateur à vérifier régulièrement son travail à réaliser et les attentes des différents utilisateurs. Mais c'est quelque chose qu'on a bien dans l'idée. Après, bien évidemment, il faut qu'on lie les éléments principaux dont Pégase, PCSCOL, avec le système d'information des universités, et avec des liaisons à double sens, si possible. Il faut qu'on voit comment on travaille justement avec les partenaires de PCSCOL. Bon, je ne m'étale pas forcément, mais il faudra qu'on a quand même des gros travaux en cours au niveau spécification, fonctionnel, tout ça par rapport justement à faire des correspondances entre les référentiels APC et les blocs RNCP, et principalement pour les certifications. Plus éventuellement d'autres référentiels, dont ceux du SCO, à voir. Ça, c'est des travaux qui ont été initiés et qui vont continuer dans les mois à venir. Donc, Eric l'a déjà dit, c'est par rapport à la continuité des données. En choisissant justement les versions que nous mettons à disposition au sein de SUP via le Karuta Deployer,
Donc, si vous suivez bien ces versions-là, on pourra normalement vous assurer une continuité et le portage des données vers la version industrielle, mais aussi avec le SCO. Voilà. Donc, effectivement, il y a l'interopérabilité avec les différents partenaires, portfolios nationaux, dont le monde du travail avec le portfolio du CPF, l'Europass, mais aussi avec France Badge. Et après, c'est principalement sur des éléments dont l'adéquation avec les doctrines numériques de l'État. Et bien évidemment, nous ferons attention au modèle économique pour que ce soit soutenable pour les établissements. Voilà. Bon, écoute, Eric, merci tu veux Julien. rajouter? Ouais, non, c'est juste que Ça il nous tourne. reste juste 5 minutes parce que malheureusement j'ai un train que je peux pas rater pour partir de Lyon. On peut pas répondre tout de suite à toutes les questions, peut-être juste une seule là. Julien, quelqu'un me demande, on connaît pas aujourd'hui déjà la technologie de la version industrielle? Non, pour l'instant non, mais de toute façon, déjà, on portera les données de la version 1.2 vers 1.3 de Karuta. Pareil, de 1.3 vers 1.4, tout ce qui sera en version de Karuta, on a les batchs qui sont en cours de qualif pour certains, pour déjà porter les données d'une version à une autre. Donc, si vous suivez justement les versions qui sont publiées via le Karuta Deployer, il n'y aura normalement pas de problème, on fait les qualifications sur ces versions-là. Et puis après, par rapport à la dernière version de Karuta, on fera le nécessaire pour qu'il y ait un outil de migration vers la version industrielle. Voilà. Entre-temps, je ne suis pas sûr qu'on fasse le travail pour la migration, enfin pour la mise en correspondance des données entre le SCO et les partenaires, mais je pense que ces éléments-là, ils arriveront de toute façon après et ça se fera sur la version industrielle. Ok. Pour continuer les discussions, parce que je suis vraiment désolé, une urgence de train, on a quand même créé une page linkedin.com, enfin une page sur LinkedIn. Vous nous cherchez en tapant avenir, les mots avenir au pluriel et ESR. Je vais essayer de déposer lundi la vidéo de ce webinaire. Et puis, on pourra continuer à échanger. Il y a d'autres outils. Il y a une mailing list qui est mise en place par ESUP, notre partenaire. Pour l'instant, il y a Resana, donc je peux vous autoriser des accès. Pour l'instant, c'est encore ouvert, mais il me semble que les espaces vont devenir payants. Donc voilà. Et puis, il y a un canal chat plus accessible, en tout cas de notre partenaire ESUP. Là, je vous ai mis l'adresse. Voilà, et puis d'autres outils. Mais en tout cas, maintenant, depuis qu'on a notre page, c'est pas parfait, mais au moins, on a un premier outil de communication qui nous permet de déposer très rapidement des éléments, la grille d'Aurélie, etc. Et puis, on améliorera la communication petit à petit. On espère avoir un site quand même prochainement et autre chose. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous propose en tout cas qu'on poursuive. Je regarderai vos questions sur la page de préférence LinkedIn ou sur le Rocket Chat en début de semaine. Je suis vraiment désolé de me sauver un petit peu comme un lâche, mais bon, voilà, je ne veux pas rater mon train. En tout cas, merci beaucoup. Puis j'espère collaborer avec beaucoup d'entre vous et avoir vos retours. Aujourd'hui, il y avait pas mal de collègues du scolaire par rapport au premier webinaire. Là, c'est intéressant parce que l'idée du module projet de vie qu'on a présenté, peut-être qu'il intéressera dans une version adaptée les collègues du scolaire qui voudraient peut-être avoir des prototypes. Mais là, c'est au volet, c'est au bureau ONICEP voilà, qui pilotera cette partie-là. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous. Et puis voilà, à bientôt pour la suite de l'aventure, j'espère. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir.